qui est là. On va parler d'un univers qu'on méconnaît, dont on ne parle que très peu ici sur ce plateau, et pourtant il nous intéresse, on est curieux de ce monde-là. Alors, vous allez vous présenter tout d'abord. Quelle est votre profession ? Directrice artistique. Votre situation familiale ? Célibataire. Est-ce que vous avez une obsession dans la vie ? Mon métier, je crois vraiment. Et une devise ? Vivre. Et votre prénom et votre nom ? Bouchra Gérard. Bonjour Bouchra Gérard. Vous êtes directrice artistique de Lanvin, directrice artistique femme depuis mars 2016. C'est la plus ancienne maison de couture française encore en activité avec plus de 300 salariés. Bonjour. Bonjour Catherine. Est-ce que lorsque l'on se présente à la télévision, on prête attention à ce qu'on va porter ? Oui, mais un petit peu comme tous les jours finalement. C'est une tenue quotidienne chez moi. Mais il faut que ce soit représentatif de la maison qu'on incarne ? Oui, je voulais mettre du bleu. Du bleu pour Jeanne Lanvin. Parce qu'elle aimait le bleu. Oui, oui. Elle cristallise à elle seule cette couleur-là dans la mode et dans l'histoire de la mode. Alors, est-ce que vous aimez les surprises ? Oui. Ouf, ça tombe bien. Oui. Il y a quelqu'un qui nous attend, qu'on va retrouver dans quelques instants, qui est une personne délicate, originale, singulière. Bon, je ne vous en dis pas plus. Elle sera avec nous pour vous, essentiellement, mais ce sera à vous de la reconnaître. Avec grand... Bouchra, ça signifie bonne nouvelle en arabe. Oui, Est-ce que vous vrai. avez le sentiment de porter bien ce prénom ? Heureusement que je n'y pense pas. C'est le prénom que m'ont donné mes parents et je ne me suis jamais questionnée sur lui. Mais ce qui est très beau dans la langue arabe, c'est que chaque prénom signifie quelque chose de joli. Voilà. Vous parlez bien l'arabe ? Non, comme une petite fille de 3 ans. Je crois que ça s'est arrêté à peu près là. L'enfance, c'est un bon souvenir pour vous ou pas ? Mais merveilleux. Ah C'était oui. à Cannes ? Oui. Une enfance ensoleillée, vraiment. Par les couleurs du sud, ce soleil constant, la mer bleue. On était souvent dans le champ, à jouer avec les petites copines, mes frères et sœurs. C'était, Que faisaient vos parents ? Alors, mon papa était plâtrier maçon, travaillait sur les chantiers. Il a construit les plus belles villas du Super Cannes. J'en suis super fière parce que parfois, il nous promenait le week-end et il nous montrait en fait ce qu'il avait réalisé. Et je suis fascinée par l'idée de la construction en elle-même et tout ce qu'elle symbolise, vraiment, ouais. Alors, tous deux, ils venaient de Fès, hein, ça, dans les Oui. années 50. Vous êtes d'origine marocaine, mais vous êtes française, bien Oui. sûr. La question des racines, ça a une résonance particulière pour vous ou pas du tout ? Oui, parce que je pense que l'important est de savoir d'où on vient constamment et que tout ceci occupe mon cœur et mon âme de toute façon. Voilà, on a reçu beaucoup de douceur et d'amour des parents. Vous dites que vous êtes remise en question au décès de votre père. Ouais. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire aujourd'hui ? Le jour où il est parti, j'ai compris qu'en fait, il faisait partie de moi et que je crois qu'il n'est pas parti quelque part parce qu'on porte ses parents. Voilà. Quel type d'éducation ils vous ont donné ? Oh, vous savez, très simple finalement, d'être, droit et honnête. Ça, c'était une chose vraiment très importante pour eux. C'est-à-dire, vous le rabâchez Non, Non. mais c'est-à-dire qu'il y avait une vie, notre vie d'enfant dans la maison. Une fratrie de 7 enfants. Ouais, on était 8 à la base. Et c'était juste une éducation très simple et très droite et surtout remplie d'amour, quoi. Et le fait qu'on ait été nombreux petits et que maman était souvent débordée par nos joies, nos cris, chacun vivait sa vie, eh bien, chacun a grandi vraiment tel qu'il était parce que chacun avait sa propre place dans la maison. Et ça, c'est important. Et Vous étiez l'avant-dernière en plus. Oui. Alors comment on arrive à trouver sa place, se distinguer des autres ? On a du mal, hein. Petite, on a vraiment du mal parce qu'on n'a pas, on n'est pas sur le piédestal de la toute dernière, ce qui est un petit peu normal dans le schéma normal familial. C'est souvent plus protégé. Absolument. Mais en même temps, j'en ai fait une force, je l'ai transformée en force parce que je me mettais un petit peu à l'écart et un peu isolée simplement parce que j'adorais l'activité de dessiner, de coudre, de passer du temps dans les jardins avec les insectes, les oiseaux, les animaux. Je m'étais fait mon monde en fait.
Et ça, c'est formidable. Vous étiez habillée comment? Alors, ça a l'air bête comme question. Mais est-ce que ça avait de l'importance, le vêtement, l'apparence? Je pense que de toute façon, oui, parce que j'ai souvenir d'une chose très jolie, en fait. En chaque début d'année scolaire, je faisais donc partie des 3 petites dernières, en fait. Maman nous emmenait dans 2-3 magasins à Cannes et elle nous achetait la même chose dans des couleurs différentes. Et vous aviez le droit à quelle couleur? C'était terrible, du rouge. C'était terrible. Depuis, vous n'en portez plus? Alors, je n'en porte pas, mais je l'ai énormément travaillé dans la mode. La personne qui m'est réconciliée avec le rouge, c'est Christian Lacroix. Donc, c'est des années plus tard. Vous dites on n'est pas obligé de venir quelque part pour être et devenir ce que l'on est. Alors, quel a été le déclic pour vous de partir déjà sur Paris? Bon, la capitale, Oui. Vous connaissez personne, Non. j'imagine, ou très peu de monde. Ouais. C'était quoi? C'était l'ambition? J'ai toujours pensé faire ce métier sans avoir la conscience des métiers de la mode. Et je pense que la conscience, je l'ai prise, c'est extrêmement précis, pardon, mais j'en parle souvent. C'était à mes 17 ans, je me souviens, un journal télévisé, parce que papa était très sérieux et voulait connaître tout ce qui se passait dans le monde. Il était très branché sur l'actualité et nationale et internationale. Donc ça nous a aussi apporté une culture et une vision, mais oui, absolument, et de réfléchir au monde. Et j'ai souvenir d'un défilé en toute fin d'information de Monsieur Yves Saint-Laurent. Et là, je pense que pareil, autour de cette grande table où on était tous les enfants et les parents, j'ai fait un arrêt sur image et j'ai pris conscience que les métiers de la mode existaient et qu'un créateur, en tout cas, pouvait être au centre d'une entreprise et la rendre merveilleuse, voilà. Femme de mode, vous avez voulu l'être, vous l'êtes. Votre itinéraire, elle est retracée par Julie de Mareuil-Boucherat. Boucherat Jarard est la preuve vivante que l'on peut réaliser ses rêves. À 24 ans, après un diplôme de l'École supérieure des arts appliqués, elle fait ses armes chez Gaultier aux bijoux. Puis elle rejoint la maison Balenciaga comme directrice de studio aux côtés de Nicolas Guéquière. Ensemble, ils contribuent pendant 10 ans à la relève de la maison. Après le prêt-à-porter et une expérience de haute couture chez... Christian Lacroix. La créatrice se lance en solo. Elle crée sa propre griffe, 13 défilés, un style intemporel et moderne. La mode est pour moi quelque chose de pas du tout orgueilleux. C'est quelque chose qui doit être accessible visuellement. Accessible, oui, et cela ne l'empêche pas en décembre 2013 d'intégrer le cercle très fermé de la haute couture, celui des Gaultier, Chanel et Christian Dior. Mais en mars 2016, la maison Lanvin la débauche pour succéder à Albert Elbaz. La voilà donc à la tête des collections femmes de la plus vieille maison de couture française, créée il y a 125 ans par Jeanne Lanvin. C'est ce que l'on appelle un sacré challenge. Est-ce que vous êtes satisfaite de votre parcours ou vous dites j'aurais pu mieux faire? C'est étrange, mais je suis très émue en fait. Ah, par quel... de toute cette histoire. Ah, c'est très étrange. De cet itinéraire? Oui, pardon. Tout en concentré de quelques minutes, c'est très beau, quoi. Vous vous dites pas mal? Non, je me dis, mais quelle volonté, je suis folle d'avoir traversé tout ça. Et non, mais je suis vraiment avec des moments durs? Les moments d'une vie et les moments d'un métier exercé avec autant de sincérité et de volonté et de vouloir donner et apporter quelque chose. Parce que la mode, c'est ça, quoi. On ne la fait pas pour soi. En tout cas, moi, je ne la fais pas pour moi. Je la fais pour vous les femmes. Est-ce que vous préférez aujourd'hui ou vous regrettez vos 20 ans 20, je ne regrette rien. Je mesure absolument ce chemin traversé jusque-là. J'espère que la route sera longue et que la vie me préservera. Avec quelle qualité? Mais d'être infiniment passionnée par mon métier. J'ai énormément de chance de l'exercer et d'être partie, comme vous l'avez dit très simplement, de rien, d'une envie, d'un désir, et d'avoir suivi un processus très méthodique qui est l'école, le stage et l'exercice d'un métier où on va gravir tous les échelons d'une maison de mode à travers différentes maisons, quoi. Dans un univers, vous le qualifieriez comment? D'impitoyable? Non, j'ai pas envie de parler de la mode comme ça. C'est caricatural. Ouais, c'est caricatural. En revanche, c'est vraiment des métiers où on travaille énormément.
mais énormément. On croit que c'est des paillettes et des choses comme ça, mais non, en fait. Moi, je ne le vis pas du tout de cette façon-là, et je crois qu'aucun créateur ne le vit de cette façon-là. C'est quand même des métiers à responsabilité, où on est entièrement impliqué. On a beau rentrer chez soi le soir, on continue de travailler. Moi, je suis quelqu'un qui travaille du cerveau tout le temps, quoi. Tout le temps. Mais c'est fascinant. Je continue mes créations dans la tête quand je n'ai plus de papier, de crayon ou mes ciseaux, mes toiles et mon Stockmann, quoi. C'était quand même gonflé de votre part de créer votre propre maison. Vous l'avez créée. Qui est-ce qui vous a aidé à financer cette maison de couture ? Déjà, c'est de l'audace, je crois. Ça a été complètement audacieux. J'ai pas trop réfléchi et pourtant, je suis quelqu'un de autant dans l'imaginaire et autant les pieds sur terre. Et c'est cette harmonie-là qui fait la fille que je suis et qui ne rêvasse pas tout le temps. J'ai ouvert ma maison de couture à un moment de ma vie où la maison Lacroix quittait son couturier et fermait. Et je me rendais compte que j'avais passé 20 ans dans la mode et il fallait que je fasse un point. Et j'ai commencé très simplement en étant indépendante pendant 3 ans. Mais c'est ça qui vous a plu. Mais la j'ai liberté. adoré. Mais vous savez, c'est une forme de liberté où on est extrêmement responsable parce que on travaille avec des fournisseurs, avec des façonniers. J'ai adoré alors que j'avais lâché des postes de direction de studio et haute couture et prêt-à-porter. Et j'ai repris la base au métier, à la fiche technique, au nombre de métrages qu'il fallait d'une matière première, à combien ça allait... Et j'ai appelé mes fournisseurs et mes fabricants et en leur disant, voilà, j'ai de quoi commencer. Est-ce que vous me suivez ? Puis on a démarré comme ça. Et comme j'ai toujours honoré mes engagements, ces personnes m'ont suivi pendant 7 ans. Donc c'est 13 défilés de haute couture, mais c'est 26 collections, puisque je faisais du prêt-à-porter et de la haute couture. Ouais, alors, quand on vous écoute, Bouchra, on se dit formidable, elle doit être tellement heureuse, elle a sa maison de couture, vous étiez membre permanent de la haute couture. Ah oui, alors ça... Oui. Et puis, en 2016, donc il y a 1 an, vous rentrez chez Lanvin. Pourquoi ? Parce que je pense que c'était sur mon chemin, que quelques mois et quelques années auparavant, je commençais à me préparer à mon avancée future. Et comme j'atteignais une limite, un seuil dans mon indépendance, qui m'a permis mais vraiment de m'épanouir, d'exercer un style que j'étoffais davantage, d'agrandir les collections, je me suis dit, mais à un moment, je vais être limitée dans cette capacité que j'ai, 1, besoin d'exprimer, 2, de donner. Il me faut un espace plus grand. Donc, on m'a approché, plusieurs entités m'avaient approché 2 ans avant que je dise oui à la maison Lanvin avec grande fierté. À ce moment-là, c'était Albert Elbaz. Oui, bien sûr. Albert a occupé l'espace de la maison pendant 14 ans. Et un jour, on m'appelle, et comme pour tout un autre rendez-vous, j'y vais. Et puis là, je ne sais pas, il se passe quelque chose. C'était l'histoire d'une femme, c'est l'histoire d'une maison qu'un garçon formidable a fait rayonner. Mais Bouchra, est-ce que ce n'est pas un cas de conscience de prendre la place de quelqu'un ? D'abord, on ne prend pas la place de quelqu'un. On arrive sur le chemin et sur la route. On va occuper l'espace dans une maison de couture, mais à la suite d'un enchaînement de personnes qu'il a finalement occupé. Est-ce que vous avez l'impression d'être tout aussi libre ? Parce qu'il y a une actionnaire, oui. une actionnaire chinoise. Oui, qui, Madame Wang. Voilà, qui détient 75%, hein, c'est ça d'épargne, moi, je ne sais pas trop, ouais. Mais elle est actionnaire majoritaire et propriétaire de la maison. Alors, est-ce que c'est elle qui peut vous dire non, ça ne va pas, moi, j'aime pas ce que vous faites ? Est-ce qu'elle peut vous donner des consignes, des ordres ? Est-ce que vous êtes tenu d'être apprécié par votre actionnaire ? J'ai un cahier des charges et le plus important pour moi, c'est qu'on reste tout le temps dans un échange et un dialogue constructif pour la réussite de ce projet. Est-ce que c'est pas sa danseuse un peu, la maison Lanvin ? Parce qu'elle avait dit à un ami qu'elle avait acheté en fait Lanvin parce que pour épater l'un de ses amis. Ah bon ? Alors moi, je suis pas au courant de cette histoire. Oui. Mais vous savez, je regarde cela. C'est une femme qui a acheté une maison de couture française. Faut y aller, quoi. Faut y aller pour acheter une entreprise. Vous savez que c'est très compliqué quand même ici, en France, chez nous, de monter une entreprise, de lui suffire, d'engager plein de monde, plein de salariés. Alors rien que pour ça, on va la respecter. Plus de 300. Plus de 300 à la femme, oui.
première interview, je voudrais que vous regardiez ce document. C'est une archive de 59, c'est Coco Chanel. Elle parlait, mais c'est incroyable, c'est d'un modernisme, elle parlait de sa satisfaction à voir ses créations copiées. Ah, j'en suis ravie. Évidemment, c'est ce que j'ai cherché, c'était mon but. Créer un style, il n'y en avait plus. À mon sens, car il n'y a pas de style en France. Vous ne m'avez pas posé cette question, mais enfin, je vous dis que c'est un des problèmes aussi. Pas le mien, mais celui de la haute couture, c'est la peur insensée de la copie. Alors que pour moi, la copie, c'est le succès. Il n'y a pas de succès sans copie, sans imitation. Est-ce que vous êtes d'accord avec Coco Chanel? C'était en 59. Elle est géniale. Elle a compris vraiment beaucoup de choses avant. Il n'y a pas de succès sans copie. Mais oui, elle a tout à fait raison. Et moi, je le partage complètement. Dès lors où sa propre mode descend dans la rue, c'est que c'est déjà un pari gagné. Ouais, c'est bien. Ça veut dire que vous suscitez le désir. Et que comme tout le monde ne peut pas acquérir une robe de luxe, une veste, un tailleur-pantalon, un smoking de luxe, il va pouvoir l'avoir dans la copie. Dans la copie et dans la rue. Ce qui est très beau, c'est que... Et c'est dans la découverte que j'ai de Jeanne Lanvin que je fais un peu plus chaque jour, à chaque fois, mais sans rassasier mon cerveau. C'est-à-dire que je vais à sa rencontre, qui est la rencontre de son histoire, parce qu'elle m'intéresse énormément. Elle est arrivée, elle est merveilleuse. Elle est arrivée 20 ans avant Coco Chanel. Je ne le savais pas. Hein. Elle est arrivée 20 ans avant Coco Chanel. Elle était pionnière. Elle était pionnière. Elle a commencé, elle aussi, sans moyens, par faire des chapeaux. Ça veut dire qu'on a besoin de très peu de matières premières, mais d'être un vrai génie déjà, un vrai talent, et être extrêmement créative. Et l'histoire de Jeanne Lanvin, qui a occupé 40 ans dans l'histoire de son vivant, je veux dire, pardon, qui a occupé 40 ans de l'histoire de la mode française, c'est inouï le nombre de personnes qu'elle a influencées, de couturiers qu'il a respectés, donc ses confrères la respecter. Là où Coco Chanel a été très forte, c'est que, pour moi, c'est elle qui a initié le marketing. C'est-à-dire se montrer et être sa propre publicité. Là où Jeanne Lanvin travaillait chez elle, mais du matin au soir, entourée de ses amis, et avait une vie extrêmement discrète. C'est-à-dire qu'elle influençait par le travail qu'elle exposait, ses créations, alors que Coco avait les mots en plus et cette espèce de ton. Moi, j'adore ces deux femmes dans la mode. Je trouve qu'elles deux, c'est génial. Alors, discrète.